Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est surtout des implications, des réflexions menées en philosophie morale, en éthique animale sur le droit civil, ce qu'on doit exiger du droit civil québécois. Étant moi-même québécoise, comme vous pouvez bien l'entendre et comme ça a été dit, je propose en effet de prendre l'exemple du Québec, mais je pense que la situation juridique des animaux est très comparable à celle qui vaut en France. Je vous préviens, là, la position que je vais défendre risque de paraître un peu radicale. C'est qui arrive parfois que c'est ce qui arrive parfois quand on met le doigt dans l'engrenage des raisonnements philosophiques. On se voit forcé d'aller au bout de la réflexion. La recherche de cohérence peut nous conduire comme ça à des conclusions inattendues, voire extrêmes. Alors, comme vous le savez peut-être, l'éthique animale, c'est la branche de la philosophie morale qui s'intéresse à nos devoirs moraux envers les animaux pris individuellement, plutôt qu'en tant qu'espèce ou groupe ayant certaines fonctions. Et les philosophes qui travaillent dans ce domaine adoptent le plus souvent la perspective dite pathocentriste ou sentientiste, c'est-à-dire que les chercheurs estiment que c'est le fait d'être sensible qui détermine si une entité ou un individu sera inclus ou non dans la communauté composée de tous ceux à qui on accorde une valeur finale ou une valeur non instrumentale, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas dérivée d'autre chose et qui seront considérés comme des patients moraux. Les patients moraux sont tous ceux envers qui les agents moraux ont des obligations morales directes, pas des obligations qui les affectent, mais qui sont réellement envers des êtres humains, comme le devoir de ne pas tuer cruellement les animaux parce que ça durcit les cœurs et que ça peut ensuite nuire à des êtres humains, ou celui de protéger des animaux pour assurer le maintien de la biodiversité et offrir un environnement sain aux générations humaines futures. Non, non, des obligations envers les animaux eux-mêmes, peu importe les effets sur les autres. Tous ceux qui bénéficient de telles obligations sont donc des patients moraux. Et les agents moraux, pour leur part, sont pour leur part des individus qui sont considérés comme responsables de leurs actes et capables de respecter des normes morales. Ce sont ceux à qui on impose des devoirs ou des obligations morales, notamment celles qui sont dues aux patients moraux. Il faut savoir que tout ce qu'on appelle les agents moraux sont aussi des patients moraux, non pas seulement, non pas seulement selon toutes les définitions qu'on donne au terme, mais selon celles qui sont généralement retenues, c'est-à-dire ils ont à la fois des obligations et des droits. Mais que ce sont que les patients moraux qui sont, mais que ce ne sont pas tous les patients moraux, par contre, à l'inverse, qui sont des agents moraux. Certains êtres humains, on peut penser aux très jeunes enfants, aux personnes séniles ou à celles qui se trouvent en situation de handicap intellectuel, bénéficient des devoirs que les autres ont à leur endroit, mais ils n'en assument pas eux-mêmes. Une des grandes questions de la philosophie morale consiste justement à déterminer qui doit être inclus dans la communauté morale réunissant ceux à qui on accorde une valeur morale intrinsèque. Et la réponse de la vaste majorité des chercheurs en éthique animale consiste à dire que les animaux sensibles devraient être intégrés dans le cercle qui regroupe les patients moraux. Bon, il y a quelques philosophes qui explorent la possibilité que certains animaux non humains soient aussi capables d'agentivité morale, mais même ces philosophes-là ne soutiennent pas qu'on devrait tenir ces animaux moralement responsables de leurs actes d'une manière qui justifierait qu'on les soumette à nos normes morales et juridiques et qu'on les punisse en cas de contrevention à ces normes. Il y a aussi des réflexions menées sur les intelligences artificielles. On se dit que si elles en venaient à être très intelligentes, sans pour autant ressentir quoi que ce soit, eh bien, elles pourraient faire partie de la catégorie des agents moraux sans pour autant faire partie de la catégorie des patients moraux. Et si enfin on créait une intelligence artificielle capable de conscience et de sensibilité, alors la question de son intégration dans la sphère des patients moraux se poserait elle aussi. Revenons toutefois à nos moutons. Pourquoi donner autant d'importance à la sensibilité? C'est qu'à partir du moment où un être est sensible ou sentient, là, comme plusieurs préfèrent le dire, il est conscient de ce qui l'entoure, il a un point de vue subjectif sur le monde. Il n'est pas indifférent à ce qui lui arrive. Il s'en soucie puisqu'il attribue une valeur négative ou positive à ses propres expériences. Il peut donc subir des torts qui comptent moralement, parce qu'ils comptent pour lui. Ces torts sont graves de son point de vue à lui et non pas seulement du point de vue des êtres conscients qui l'entourent. Les êtres sensibles sont capables de souffrir et d'éprouver du plaisir. Or, à partir du moment où un être peut pâtir comme ça, on pense que la morale doit s'en préoccuper. Ça ne veut pas dire que les entités qui ne sont pas sensibles ou conscientes, comme les plantes ou les écosystèmes, n'ont aucune valeur morale dépassant leur valeur instrumentale, mais disons que ça prend des arguments supplémentaires pour le montrer, des arguments différents de ceux qui expliquent pourquoi les intérêts des êtres sensibles ou leur bien-être comptent moralement.
À cet égard, donc, la condition des animaux se rapproche beaucoup plus de celle des êtres humains que de celle des entités non sensibles. C'est d'ailleurs pourquoi on a l'habitude en éthique animale de parler d'animaux humains et d'animaux non humains, pour rappeler qu'on est des animaux, nous aussi, d'un point de vue biologique, et qu'on a beaucoup en commun avec les autres animaux, du moins avec tous ceux qui sont, comme nous, sensibles. Mis à part René Descartes, bien peu de gens au cours de l'histoire ont sincèrement douté de l'existence d'une sensibilité non humaine. Toute personne qui vit avec un animal domestique, un animal de compagnie, sait très bien qu'il peut se souvenir, apprendre, avoir des désirs, avoir des intentions et souffrir. C'est connu de tout le monde et c'est sans doute ce qui nous a amené il y a plus de 200 ans de ça maintenant à adopter ce que certains appellent le principe du traitement humanitaire des animaux, principe qui se trouve au fondement de toutes nos lois de protection du bien-être animal et de nos lois s'opposant à la cruauté à leur endroit. On sait depuis toujours que les animaux sont doués de conscience, mais c'est maintenant officiellement reconnu par la communauté scientifique. En 2012, des neurobiologistes venant des 4 coins du monde s'étaient réunis lors d'un colloque en Angleterre à l'occasion duquel ils ont signé un document maintenant connu sous le nom de Déclaration de Cambridge. À la fin de ce document, on peut lire ce qui suit. Les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. On sait que bien les animaux non humains sont sensibles. Et on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est mal de faire souffrir des animaux quand on peut l'éviter, quand ce n'est pas nécessaire. Même le Code criminel canadien le reconnaît et interdit d'infliger de la douleur à des animaux sans nécessité ou encore de tuer des animaux sans excuse légitime. Pourtant, on fait toujours et plus que jamais souffrir des animaux pour nos divers usages dont l'immense majorité ne peut pas raisonnablement être considérée comme nécessaire. Si on se sert d'animaux pour le cuir ou la laine qu'on en tire, c'est généralement pour suivre la mode. Les animaux qu'on utilise dans les cirques, les zoos, les aquariums ou pour les courses servent principalement à nous divertir. Les animaux pêchés ou chassés ou ceux qui tirent des traîneaux ou servent à l'équitation sont utilisés dans le cadre d'activités sportives. Et les animaux dont on se sert pour produire des aliments comme la viande, le lait ou les œufs sont exploités pour notre plaisir gustatif ou pour celui qu'on tire du maintien des traditions culinaires. On sait maintenant qu'on peut suivre une diète strictement végétale et être en excellente santé. Toutes ces pratiques qui causent énormément de souffrance physique et psychologique pour les animaux exploités et qui entraînent le plus souvent leur mort, elles servent surtout à nous procurer du plaisir ou à nous simplifier la vie. Comme le fait remarquer le professeur et juriste américain Gary Francione, elles n'ont donc rien de nécessaire. Mais si on pense sérieusement qu'il faut éviter de faire souffrir des animaux quand ce n'est pas nécessaire et qu'on ne doit pas les tuer sans excuse légitime, il semble que toutes ces activités doivent être interdites. Francione nous fait remarquer qu'un principe déjà bien accepté et intégré dans notre droit exige qu'on abandonne la très vaste majorité de nos pratiques qui reposent sur l'exploitation animale. Cet argument-là n'est pas tellement controversé. On est à peu près toutes et tous d'accord pour reconnaître que la torture d'animaux, qui est la règle dans les élevages industriels, autant que l'abattage de jeunes animaux de ferme simplement pour satisfaire nos papilles gustatives, sont parfaitement injustifiables du point de vue de la morale. Mais les chercheurs vont plus loin et soutiennent que non seulement on doit éviter de causer des torts aux animaux sensibles quand on peut éviter de le faire, mais qu'on doit aussi reconnaître leur égalité morale et leur accorder des droits en bonne et due forme. Le raisonnement, en gros, est le suivant. Depuis Aristote, on pense que les cas semblables doivent être traités de manière identique. C'est le principe d'égalité qui se trouve aujourd'hui au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice. Et selon ce principe-là, il faut, pour traiter différemment deux individus, être en mesure de repérer une différence pertinente entre eux, une différence qui justifie la différence de traitement, qui fait en sorte qu'on échappe en quelque sorte à la règle d'égalité parce qu'évidemment, seuls les cas semblables doivent être traités de la même manière. Sans une différence pertinente entre deux individus, on ne peut pas discriminer. Alors, le fait qu'un individu soit un être humain alors qu'un autre est une vache, c'est bien sûr une différence, mais c'est une différence qui en soi n'a pas la pertinence morale qui lui permettrait de justifier une hiérarchisation morale des individus en question. L'appartenance à une espèce ou à une autre est en tant que tel un fait strictement biologique qui est un peu comme la couleur de la peau, l'âge ou le sexe, ne devrait pas servir à exclure certains individus du cercle
de la considération morale. Si deux individus sont sensibles et ont tous les deux un intérêt équivalent à ne pas souffrir, alors il serait injuste, toutes choses étant égales par ailleurs, d'offrir des analgésiques à l'un d'eux et pas à l'autre parce que seul le premier est de sexe masculin, caucasien ou humain. Pardon. En éthique animale, on parle de spécisme pour décrire la discrimination qui, par analogie au racisme, à l'agisme ou au sexisme, repose sur un critère qui n'est pas logiquement lié au traitement en cause. Et vous aurez compris que le spécisme, comme d'autres types de discrimination arbitraire, est donc considéré comme mauvais, comme moralement condamnable. Et c'est la même chose pour les caractéristiques qui sont typiquement associées à l'espèce. On ne peut pas, par exemple, justifier une plus grande importance morale accordée aux êtres humains par le fait que la majorité d'entre eux sont plus intelligents que les membres des autres espèces animales ou qu'ils ont un sens moral supérieur, par exemple. On sait bien que ces différences-là, quand il s'agit de comparer des êtres humains entre eux, ne permettent pas de refuser aux uns le statut moral qu'on accorde aux autres. Même si vous êtes tous plus intelligents que moi, vous reconnaîtrez, je l'espère, que j'ai autant de valeur morale que vous. Contrairement à ces différences, celles qui touchent l'espèce ou les capacités cognitives sophistiquées associées à l'espèce, la sensibilité qui va de pair avec une forme de conscience a, quant à elle, une pertinence morale, puisqu'elle est ce qui fait en sorte qu'un individu peut subir un dommage moralement significatif et qu'il a donc des intérêts. Pardon. Voilà. Et si on applique donc le principe d'égalité aristotélicien non plus aux individus eux-mêmes, mais à leurs intérêts individuels, justement, ça signifie qu'on ne peut pas traiter des intérêts comparables de manière différente selon l'espèce à laquelle appartiennent les individus qui ont les intérêts en question. Les intérêts semblables doivent être traités de la même manière, peu importe qui est porteur des intérêts en question. Or, plusieurs des intérêts des êtres humains sont protégés par des droits. C'est le cas notamment des intérêts de base comme l'intérêt à ne pas subir de douleur, l'intérêt à vivre et l'intérêt à ne pas être exploité ou asservi, qui se trouvent au fondement des droits les plus fondamentaux de la personne. Si des animaux d'autres espèces ont des intérêts comparables, alors le grand principe d'égalité aristotélicien nous oblige à traiter ces intérêts de la même façon, c'est-à-dire à leur accorder autant d'importance, à les protéger par les mêmes droits, par des droits égaux. De manière générale, on pense que tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir et à ne pas être tués. Comme nous, les autres êtres sensibles peuvent ressentir la douleur et ils n'aiment pas ça. Elle a pour eux une valence négative et ils la fuient. Comme nous, ils peuvent aussi vivre des expériences plaisantes et le fait d'être privés d'une grande partie d'entre elles par une mort prématurée leur cause, comme à nous, un dommage. Tous les animaux sensibles devraient donc jouir du droit fondamental à la sécurité physique et psychologique et du droit fondamental à la vie. Dans mon travail, je vais un tout petit peu plus loin et j'essaie de montrer que tous les animaux, les êtres sensibles ont également intérêt à ne pas être exploités, même gentiment, c'est-à-dire même si on ne leur fait pas de mal et qu'on ne les tue pas prématurément. À partir d'une conception dite négative du concept politique de liberté, j'essaie de montrer que les animaux ont intérêt, comme nous, à ce qu'on ne contrevienne pas à leur volonté, à ce qu'on ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent, du moins sans que ce soit dans leur propre intérêt général. Et pour être protégés contre les contraintes externes indues, l'approche républicaine en philosophie politique exige que les individus ne se trouvent pas dans une position précaire, qu'ils ne soient pas à la merci du pouvoir arbitraire d'autrui, qu'ils jouissent d'un statut égal. Selon cette perspective-là, le fait pour des animaux d'être la propriété de leur propriétaire consiste à être subordonnés à autrui. Ils ne sont donc pas libres. Pour que leur intérêt à être libre au sens néo-républicain de la liberté comme non-domination, ils devraient non seulement faire partie de la communauté morale, être des patients moraux donc, mais aussi jouir d'un statut égal à l'intérieur de cette communauté-là. Je me permets de mentionner qu'en plus des droits fondamentaux qu'on considère comme des droits négatifs, des droits contre quelque chose, contre la torture, contre la mort, contre l'exploitation, les auteurs extrêmement respectés en philosophie politique pensent qu'il faut aussi reconnaître à certains animaux des droits positifs, des droits à quelque chose, des droits comme les droits à des soins de santé, à une socialisation adéquate, etc. Dans leur théorie politique des droits des animaux, Sue Donaldson et Will Kymlicka se fondent sur la littérature en théorie du handicap
et propose d'adopter une conception de la participation politique qui dépasse le capacitisme ambiant, c'est-à-dire la sous-estimation des contributions sociales et politiques des citoyens dont les capacités physiques et cognitives sont limitées. Ces auteurs pensent que nous devrions accorder rien de moins que la pleine citoyenneté aux animaux domestiques qui vivent déjà au sein de nos sociétés parmi nous. C'est, selon eux, nos catégories politiques de citoyenneté, de résidence permanente et de nation souveraine s'appliquent très bien, en fait, aux animaux des autres espèces, qui devraient jouir non seulement des droits individuels fondamentaux, mais aussi de droits politiques déterminés en fonction de leur liberté individuelle et des relations qu'ils entretiennent avec nous. Quelles sont les implications en droit de l'antispécisme et des droits des animaux? Considérant ce que nous venons de dire, quel statut doit être accordé aux animaux autres qu'humains? Plusieurs propositions ont été faites par celles et ceux qui cherchent à améliorer la situation juridique des animaux. D'abord, il faut savoir que certains soutiennent que les animaux ont déjà des droits puisque les droits subjectifs des uns ne seraient en fait que le revers des obligations des autres. Or, comme on a l'obligation de ne pas causer de douleur sans nécessité aux animaux, et comme cette obligation-là ne sert pas, pensons maintenant, qu'à éviter de choquer la sensibilité des passants, mais bien à protéger les intérêts des animaux eux-mêmes, ça signifierait, selon quelques auteurs, que les animaux ont déjà des droits comme le droit de ne pas être maltraités si ce n'est pas nécessaire ou le droit de ne pas être tué sans excuse légitime, tel que le prévoit le Code criminel canadien. Les autres animaux seraient donc déjà des sujets de droit. C'est ce que soutiennent, en tout cas, des gens comme David Favré aux États-Unis ou Jean-Pierre Margueneau chez vous en France, je pense. Ces juristes proposent que l'on officialise ce qui existe déjà, en quelque sorte, en ajustant ce qui est dit à propos du statut des animaux dans nos lois en fonction de cette réalité-là, et que l'on se serve ensuite de cette reconnaissance officielle de leur statut de sujet de droit pour les protéger peut-être encore un peu mieux. Ce que ces deux auteurs proposent plus précisément, c'est de créer quelque chose comme une troisième catégorie pour les animaux, située quelque part entre les biens meubles et les êtres humains qui sont considérés comme des personnes physiques. Comme vous le savez peut-être, leurs propositions respectives sont quand même différentes. David Favré suggère que l'on crée une nouvelle sous-catégorie de biens, celle des propriétés vivantes. Jean-Pierre Margueneau, pour sa part, pense qu'il faut plutôt personnifier les animaux en droit, mais qu'il faut le faire en leur accordant une personnalité technique qui ressemblerait plus à la personne morale qu'à la personne physique. Il s'agirait de faire des animaux des personnes animales. Le problème de ces suggestions intermédiaires, vous me voyez venir sans doute, c'est qu'elles ne rendent absolument pas compte de l'égalité animale à laquelle les réflexions en éthique nous conduisent. Elles ne satisfont pas du tout l'exigence morale de renoncer à maintenir les animaux dans une catégorie morale et juridique inférieure. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Favré n'a même pas à se donner la peine de l'expliquer, puisque selon ses propositions, les animaux restent des biens et ils sont toujours soumis, cela va de soi, au régime de propriété. Les soi-disant droits dont ils profitent déjà et les droits additionnels dont ils pourraient profiter seraient évidemment restreints par ceux de leurs propriétaires qui pourraient toujours user et abuser de leur propriété vivante. Chez Margueneau, c'est un peu plus intéressant. La demande du juriste paraît si audacieuse. Après tout, il s'agirait de leur accorder d'accorder le statut de personne aux animaux non humains, qui se sent forcé de rassurer ses lecteurs et interlocuteurs en insistant sur le fait que sa proposition n'implique absolument pas de mettre l'homme et l'animal sur un même pied d'égalité. Il ridiculise même la possibilité d'accorder aux animaux une personnalité qu'il qualifie d'anthropomorphique, à laquelle une grande valeur symbolique est rattachée. Il insiste sur le fait que si sa proposition était retenue, rien n'empêcherait les êtres humains de continuer à exploiter les personnes animales pour leurs fins. C'est qu'envisager que ça ne soit plus possible aurait, selon lui, des implications tout simplement désastreuses. Il remarque, et je cite, « La personnification anthropomorphique pourrait tout à fait logiquement préserver le corps de l'animal de toutes les atteintes qui ne peuvent pas être infligées à celui des êtres humains. Dès lors, on aboutirait inévitablement à la prohibition de toute expérience scientifique sur des bêtes vivantes, à la généralisation du végétarisme et à l'interdiction de lutter contre le pullulement des animaux par des moyens autres que contraceptifs. Or, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et du développement technologique, une société humaine qui se laisserait entraver par l'application de tels principes n'aurait guère de chance de survie. L'élévation de l'animal au même rang que l'homme présenterait donc pour ce dernier un grave risque d'étouffement par la non-violence. »
On est loin ici d'accorder ne serait-ce que les droits les plus fondamentaux aux animaux autres qu'humains. Les craintes de Jean-Pierre Margueneau à l'idée de voir l'humanité perdre sa place privilégiée tout au sommet de la hiérarchie du vivant sont partagées par la philosophe Simone Goyard-Fabre, qui défend contre ceux qui voudraient naturaliser le droit les fondements humanistes de l'institution juridique. Selon elle, le projet de personnifier les animaux doit impérativement être écarté. Seuls les êtres humains sont des sujets de droit. Je la cite, « Même si l'on veut croire qu'il existe en l'animal un droit naturel de persévérer dans son être, ce droit, comme l'atteste toute la tradition juste naturaliste, n'est pas du droit au sens juridique du terme. Certes, le regard d'un chien ou les caresses d'un cheval peuvent nous bouleverser et nous voudrions croire à l'âme des bêtes. Notre sensibilité favorise une projection anthropomorphique sur le monde animal. Si donc les animaux peuvent être des objets de droit, il n'appartient ici encore qu'à l'homme d'être sujet de droit. L'expression « droit des animaux » est une éloquente figure de rhétorique. Elle signifie que nous, hommes, nous avons des devoirs envers les animaux. Là où Gaillard-Fabre n'est pas d'accord avec Favré, c'est à propos de la possibilité que des entités ou des individus soient à la fois des sujets de droit et des propriétés. Selon elle, la fameuse summa divisio est indépassable. Seules les personnes à part entière peuvent avoir des droits. Et sur cette question de la division bipartite du droit, elle a beaucoup d'alliés. Il est vrai qu'avec le temps, on en était venu à l'époque de l'esclavage à accorder quelques droits à des individus qui étaient pourtant considérés comme des biens, comme de simples propriétés. Sauf que, comme le dit le spécialiste écossais de l'histoire du droit Alan Watson, ces droits n'étaient à peu près jamais interprétés de manière à offrir une protection significative aux esclaves. Leur statut de propriété empêchait qu'on accorde quelque importance que ce soit à leurs droits dès qu'ils entraient le moindrement en conflit avec ceux de leurs propriétaires. Francione abonde dans le même sens et soutient que la seule manière de faire en sorte que des droits puissent réellement protéger les intérêts d'un individu est d'accorder à cet individu le statut qu'il qualifie de préjuridique de personne. C'est peut-être pourquoi Margueneau, qui voudrait bien quand même que certains droits en bonne et due forme soient accordés aux animaux, déploie tant d'efforts à trouver une manière de personnifier sans pour autant ébranler, de personnifier les animaux, sans pourtant ébranler les fondements humanistes du droit. Mais dans la mesure où il vise à assurer certains droits aux animaux, son projet semble lui aussi voué à l'échec. C'est que, comme l'explique le spécialiste des droits fondamentaux de la personne Henry Shue, tout droit, je cite, tout droit incluant chacun des droits fondamentaux ne peut profiter à son titulaire que si tous ces droits fondamentaux sont protégés. Les animaux ne pourraient pas vraiment avoir un droit, comme celui de ne pas être maltraités, sans en même temps jouir des autres droits fondamentaux. Les solutions mitoyennes proposées par Favré et par Margueneau ne sont donc pas satisfaisantes, précisément parce qu'elles maintiennent bien en place la possibilité pour les êtres humains de continuer à exploiter les autres êtres sensibles et à ainsi contrevenir à leurs droits individuels les plus fondamentaux. Il faut envisager une solution plus franche, plus audacieuse, accorder le même statut moral et juridique à tous les êtres sensibles. OK, on peut bien décider, suivant les philosophes qu'ils revendiquent, d'accorder au moins les droits les plus fondamentaux à tous les animaux et à tous les animaux sensibles et même de les considérer comme des personnes. Le crime de meurtre pourrait s'appliquer, par exemple, même quand les victimes n'appartiennent pas à l'espèce humaine. La Charte canadienne des droits et libertés et les documents constitutionnels ou quasi-constitutionnels équivalents garantit aux animaux non humains tous les droits qui sont garantiraient aux animaux non humains tous les droits qui sont pour eux pertinents. Peut-être pas la liberté d'association, la liberté religieuse ou les droits linguistiques, mais c'est pas bien grave. On sait que ces droits ne profitent pas non plus à tous les êtres humains, que l'on pense aux bébés ou aux personnes dans le coma, par exemple. Mais est-ce à dire qu'il y a aucun obstacle à l'extension du statut juridique dont profitent les êtres humains en droit privé, soit le droit de personne, le statut de personne physique, à tous les autres êtres sensibles? Simone Goyard-Fabre, comme bien d'autres juristes sceptiques face à ce projet, en voit une de la plus haute importance. Avec les droits viennent des obligations. Goyard-Fabre nous rappelle que le droit ne sert pas qu'à protéger de manière narcissique les intérêts des personnes, mais vise aussi à les rendre responsables, à leur imposer des devoirs envers autrui. Il faut, selon elle, être capable de réciprocité pour avoir le privilège d'avoir des droits.
Goyard-Farr va même jusqu'à mitiger le statut de personne des êtres humains qui sont incapables d'assumer des devoirs. Elle nous dit que les individus qui sont en droit civil considérés comme des incapables, tels l'aliéné dans son asile psychiatrique, le traître frappé d'indignité, l'enfant mineur, ne sont pas juridiquement des personnes à part entière. Il ajoute le droit réflexe de l'animal ou de la nature, comme le droit du fœtus ou même du tout jeune enfant, est un droit ni plus ni moins illusoire que l'image d'un objet reflété par un miroir. Privé de consistance, le droit réflexe est un pseudo-droit, de même que l'image est un pseudo-objet. Du même souffle, Goyard-Farr insiste sur l'importance fondamentale de pouvoir exercer soi-même ses droits devant les tribunaux. Elle rappelle que, et je cite, « c'est une constante depuis le droit romain de considérer que le sujet de droit, doté de personnalité juridique, a pour qualité primordiale de pouvoir accomplir en son nom propre des actes de droit comme acheter ou vendre un bien, se marier, conclure un contrat, engager une action en justice, par exemple, pour obtenir réparation d'un dommage. » Le problème avec ça, c'est qu'il ne fait aucun doute que tous les êtres humains, même ceux que l'on tient ni moralement ni légalement responsables de leurs actes, ont des droits et sont considérés comme des personnes à part entière depuis leur naissance, s'ils naissent vivants et viables, jusqu'à leur mort. Seule la jouissance de certains droits ou encore l'exercice des droits dont jouissent les individus peut être compromis dans certains cas. Et des mécanismes de représentation comme la tutelle ou la curatelle sont alors mis en place pour que les personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes ester en justice puissent malgré tout faire valoir leurs droits. L'éminent philosophe du droit Joel Feinberg avait déjà répondu à l'argument de Goyard-Farr avant même qu'elle ne le présente. Je le cite. « Il est tout bonnement erroné de dire que la capacité à comprendre ce qu'est un droit et la capacité à mettre en branle de sa propre initiative la machinerie juridique constituent les conditions nécessaires de toute attribution de droit. Si tel était le cas, alors ni les êtres humains atteints d'idiotie, ni les nouveau-nés ne pourraient se voir reconnaître le moindre droit juridique. Et pourtant, il est bien évident que ces deux catégories d'êtres, qui ne disposent pas de la plénitude de leur capacité cognitive, sont investis des droits juridiques qui leur ont été reconnus, de l'application desquels la justice se porte notoirement garante. Les enfants et les individus atteints d'idiotie engagent des procédures judiciaires, non pas de leur propre initiative, mais plutôt par l'intermédiaire des actions de leurs avocats ou mandataires qui sont habilités à parler en leur nom. S'il n'y a nulle absurdité logique dans cette situation, pourquoi devrait-il y en avoir une dans le cas où un mandataire ferait valoir une prétention pour le compte d'un animal? » Fin de la citation. Le vocabulaire a bien mal vieilli, mais on comprend l'idée. Parce qu'ils peuvent avoir des gardiens ou des associations qui défendent leurs intérêts, les animaux non humains pourraient, eux aussi, par l'intermédiaire de leurs représentants, faire valoir leurs droits. Les animaux ont donc des droits moraux qui doivent, pour être opposables, trouver leur pendant dans la sphère légale et être reconnus par un système de justice coercitif, en droit positif donc. Et ils doivent pour ça jouir d'un statut égal au nôtre. Ils doivent être des personnes, non pas des personnes incomplètes ou des personnes inférieures, mais de vraies personnes, des personnes comme nous, des personnes physiques. C'est une demande ambitieuse, mais elle s'impose moralement néanmoins. Est-ce vers quoi on se dirige? Le législateur québécois a récemment décidé de reconnaître en droit que les animaux n'étaient pas des biens. On l'a vu avec Michael il y a quelques minutes. Considérant la fameuse summa divisio du droit privé, on pourrait se réjouir et penser qu'ils sont donc devenus des personnes. Ah, mais non, il faut se retenir d'aller trop vite. Immédiatement après avoir déclaré que les animaux ne sont pas des biens, le législateur nuance en ajoutant qu'ils sont néanmoins soumis aux dispositions relatives aux biens, ce qui inclut bien sûr le régime de propriété. Ça semble pour le moins paradoxal. La catégorie des biens est censée regrouper tout ce qui est soumis aux règles concernant les biens. Et là, on veut continuer de manière aporétique à traiter les animaux comme des biens, tout en soutenant qu'ils ne sont pas des biens. Ça semble intenable en droit, et c'est surtout intenable du point de vue de l'éthique. La seule manière qu'il soit moralement acceptable pour les animaux d'être soumis aux règles qui concernent les biens, ce serait de l'être de la même manière que le sont les personnes. Vous et moi sommes d'une certaine façon assujettis aux règles qui entourent la propriété, au sens trivial où je peux faire usage de votre propriété, vous pouvez me vendre votre bien, etc. En ce sens et en ce sens seulement, le régime de propriété pourrait s'appliquer aux autres animaux sensibles qui, au moins pour ceux qui vivent dans notre société, pourraient théoriquement avoir un patrimoine administré par leurs gardiens.
Est-ce qu'on réussira un jour à passer d'un droit contre les animaux, c'est-à-dire d'un droit qui aménage la manière dont on peut les tuer et les exploiter, à un droit qui protège réellement leur bien-être et leurs intérêts? Surtout, est-ce qu'on passera enfin du droit animal, c'est-à-dire de l'ensemble des normes légales qui concernent les animaux, au droit des animaux au pluriel, comme le demandent non plus seulement les militants de la cause de la libération animale, mais aussi des chercheurs de plus en plus nombreux qui se penchent sur nos obligations morales et sur nos devoirs de justice envers les autres animaux. Je ne connais évidemment pas l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle des animaux en droit civil québécois est bien incertaine, bien inconfortable, et c'est peut-être ce qui permet le plus d'espérer qu'à propos des autres animaux, on se décide enfin, bientôt, à rapprocher le droit de la justice. Je vous remercie.